Et là, on a été confronté à des lions. Là. On a un monsieur qui nous met des bâtons dans les roues, Hmm. au point que on pouvait accéder nulle part en fait pour exposer. On est en 2020, on est à 4 jours de la fermeture totale de tous les magasins en France, Hmm. de confinement, de la totale. On m'a dit Thierry, ok, on arrive dans 2 jours là, mais on a un souci, on ne pourra pas venir. Notre direction nous a interdit de venir, on bouge plus. Et j'ai dit écoute, voilà ce qu'on va faire. On va déménager ça, on va bouger ça, on va bouger ça. Et puis j'ai tout redessiné comme ça sur un papier de 6h à 7h du matin. Et à 7h, Hmm. on change tout. Figure-toi que 4 jours après, notre salon, l'ensemble des salons en France sont à nouveau fermés. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Eh bien écoute, Oui, on est parti. mais génial. Bon, eh bien bonjour Thierry. Thierry Mersman, comment ça va? Bonjour. Ouais, très très bien, très très bien. Avec le temps, chez nous, il fait beau. Avec le temps, il fait beau ça, il fait beau à peu près partout. Thierry, plein de choses à dire. Thierry, c'est quelqu'un qu'on voit partout, presque partout, en fonction de là où on va évidemment. Mais moi, j'ai voulu t'inviter sur le podcast parce que je trouve que tu es quelqu'un qui fait énormément pour le vélo en France, tout en étant discret en dehors de des projets sur lesquels tu travailles. Alors que je trouve qu'ils ont un énorme impact. Et donc, tu vas nous en parler. Euh, Et, mais avant ça, je voulais que tu nous expliques, que tu nous racontes, qu'est-ce qui t'a amené au vélo? c'est quelque chose de relativement simple. Le vélo, c'est par le biais de la course à vélo. Mhm. Mais quand je te dis ça, course à vélo, j'ai 8 ans. Donc, quand tu as 8 ans et puis que tu es intéressé par le vélo, eh bien, tu te lances là-dedans sans vraiment savoir qui sont les champions, qui est qui. En fait, c'est un truc tout bête. Ma vie, elle a été jonchée de rencontres et de gens parce que, je l'expliquerai plus tard, je suis autodidacte, donc ma vie, elle s'est faite un petit peu comme ça. Mais sinon, tout au départ, j'habite une cité SNCF, tu sais, mon père est agent de conduite, hein, Mhm. SNCF, et à l'intérieur de cette cité, il y a un monsieur qui est pas très loin, qui s'appelle monsieur Van Assel. Ça dit rien à personne. Pour certains qui connaissent, c'est le grand-père de Patrick Valk. Patrick Valk qui a été ensuite manager dans des équipes professionnelles, mais qui a démarré comme mécanicien chez Peugeot. Bref, ce monsieur est dans la cité. On se rend compte comme ça parce qu'une cité c'est petit, tu sais. Mhm. Et ce monsieur me propose de faire un tour à vélo. Et j'ai démarré en fait avec un vieux vélo Valco. Valco, c'était une marque qui était vendue par Auchan à l'époque. Et un vélo comme ça, mais avec des garde-boue d'ailleurs. Et j'ai fait un tour avec lui, ça m'a plu. Et mon père m'a demandé si ça m'intéressait de faire du vélo. Euh, J'avais touché au football pendant 2 semaines juste avant, et qui m'avait pas du tout plu. Et le vélo, par contre, ça a démarré de suite. Donc, mon père cherchait un club, et puis ça démarre comme ça. Et dans cette cité, pour aller vite, parce que sinon, euh, ça va être hyper long, juste à côté de chez moi, il y a un monsieur qui s'appelle René Tuipens. Là Mhm. aussi, c'est une belle rencontre. C'est le. Alors, je ne le sais pas encore, je sais que c'est un agent SNCF, hein, quelqu'un qui travaille là-dedans. Mais en plus de ça, il est mécanicien professionnel pour l'équipe Renault Gitane.
Donc voilà, ça démarre aussi avec des visites chez lui. À 10-12 ans, je savais déjà dévoiler des roues, tout, enfin bref, et tout a fait que j'ai baigné dans le vélo dès le début au niveau plutôt amour du vélo. Hmm. Professionnellement, ça arrive après. Ok, génial, très bien. Et du coup, c'est quoi pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler dans le vélo? Alors, à travailler dans le vélo, je ne devrais pas le dire comme ça, mais je n'étais pas bon à l'école, ou plutôt, On a le droit de le dire. alors, j'étais pas, oui, l'école C'est- n'était pas pour moi, hein. ouais. C'est pas quelque chose je pense pas que j'étais bête, mais c'était quelque chose qui me plaisait pas. J'étais plus euh, attiré. Alors, il y a une petite anecdote incroyable. J'avais ce vieux vélo Valco là que j'avais toujours, et tu sais, quand tu vas à l'école, t'as des séries cours préparatoires, CE1, CE2, tout Mhm. ça. Alors, CE2, t'es vachement jeune, hein. Mais mon objectif, c'était d'avoir des cale-pieds sur mon vélo. Et j'ai tellement travaillé à l'école pour essayer d'avoir des cale-pieds que bon, je termine quatrième et j'ai eu mes cale-pieds sur mon vélo. Qu'est-ce que j'étais content. Bref, c'est cette petite anecdote pour amener ensuite, au fur et à mesure que l'école ne m'intéresse pas trop, et par le biais d'un CAP, je me souviens plus ce que c'était là, je, je trouve un stage chez Decathlon. En fait, je suis originaire du nord de la France. Ok. Et Decathlon, pour ceux qui le savent, même ceux qui ne le savent pas, ça a été créé dans les années en 76, je pense, hein, en Ok. 76, Ouais. à Anglo. Mhm. Anglo, c'est à côté de l'Homme, à côté de Lille, donc où a été mis le premier Decathlon en France. Et on va dire que j'ai baigné un petit peu avec ça parce que ce gros magasin de sport était à côté. J'aimais le sport, comme ça au fur et à mesure. Et j'y ai fait d'ailleurs mes premières connaissances en événement, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et à Decathlon, je vais faire mon premier stage. Et il trouve que c'est un peu bizarre d'avoir un jeune qui a, euh, qui a 16-17 ans et qui sait déjà dévoiler les roues facilement, Mhm. avec aisance. On va dire ça comme ça. Mhm. Et ben, ils se disent, tiens, c'est bien, mais comme j'ai 16 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors à l'époque, les Decathlon n'était pas comme maintenant, hein, avec des contrats et tout ça. Donc j'allais régulièrement à Decat, du style gratuitement, Mhm. pour leur dévoiler les roues. Donc ça se fait comme ça au fur et à mesure. Tu Et pensais au black alors? ouais, au Black, à l'époque, je pensais, c'était même pas ça, Ouais. c'était même pas ça, c'était de dire, non, alors payé au T'étais Black, présent dans le magasin, quoi. voilà, j'étais présent dans le magasin, Mhm. mais ils ne me payaient même pas. Moi, c'était mon Ouais, ouais, ok. plaisir d'être dans un magasin de sport. T'imagines Génial. le Oui. truc génial que j'avais quand j'étais jeune. Mhm. Et je fais des stages et arrive enfin mes 18 ans, donc en septembre 82. Et en novembre 82, j'ai ma première fiche de paye Décathlon dans le rayon cycle. Wow. Donc voilà, je démarre dans le rayon cycle, et je vendais déjà des vélos avant, puisqu'en tant que stagiaire, euh, j'avais, je trouvais sympathique. Alors maintenant, quand je vois un petit jeune de 17 ou 18 ans dans un magasin, je me dis, bon, il fait un peu jeune, mais je vendais des vélos. Donc, Mhm. donc voilà, j'ai vendu mes premiers vélos et mon D'accord. premier travail en 82. Ouais. Ok, ok, top. Et du coup, comment t'es passé du, du, du Grand Nord Ouais. au sud, à là où t'es aujourd'hui? Ouf, c'est un grand parcours. Je vais essayer Ouais, bien d'écourter. sûr. C'est que, euh, encore une fois, mon parcours était jalonné de rencontres de personnes. Donc, Decathlon, bon, j'en fais quand même quelques années chez Decat. Ensuite, tu as un gros magasin Auchan en face, qui est le Auchan Anglo, qui était un des plus gros de France à l'époque, qui, euh, qui me remarque et qui me dit, tiens, alors c'est Monsieur Mullier, hein, tout le Mm. monde connaît Monsieur Mullier, Jean Mullier, qui est le créateur plein de sociétés dans Auchan, et il décide de monter ce qu'ils appellent le Paris Sport. Et là, on est en 88, en 88, et il décide de monter le Paris Sport. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des magasins d'Auchan, tu montais en fait une surface concurrentielle à Decat,
mais où tu vendais du vélo, où tu vendais de la pétanque, où tu vendais des articles de sport. Donc ça avait une grande surface, on appelait ça la surface verte, parce qu'il y avait mis un grand carré de moquette vert à l'intérieur en fait de Auchan. Donc je Hmm. démarre là-bas. D'ailleurs, j'avais mes premiers clients. Alors, ceux qui vont entendre le podcast, ils vont rire, mais un de mes premiers clients, en fait, en produits Campagnolo, parce que j'avais monté une petite vitrine Campagnolo, c'est Christophe Souenen. Christophe Souenen, que tu Je connais connais? pas. Non. 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 Christophe, il a été directeur commercial chez Mavic. Il a été directeur commercial chez Campagnolo. Il a eu un parcours jalonné de direction de Royal Vélo France. Ok. Euh, Christophe a eu un super parcours et aujourd'hui il est directeur commercial France chez Bianchi. D'accord. Si un jour Ok. vous avez quelqu'un invité, Hmm. je suis sûr que il a démarré aussi très jeune, juste après l'école, et ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Ok. Il y a eu du Auchan et ensuite Decathlon Hmm. me rappelle parce qu'ils ont envie de monter quelque chose d'un peu spécial qui ne s'est jamais monté en France. Donc on est là en 80, fin 88. Ils décident en fait de monter un magasin exclusivement de vélos. Donc là on est sur Ronc, la, 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 la première patrie de la maison Mullier d'ailleurs, puisque c'est eux qui décident avec Decathlon de dire bon ok on va monter un énorme magasin. Euh, pour donner une petite idée, c'était un magasin qui était sur 5-6 000 mètres carrés, donc 5-6 Hmm. 000 mètres carrés, exclusivement de vélos. Donc avec d'autres marques qu'il a fallu aller essayer de chercher sur la région parisienne, où j'ai fait mes premiers salons, hein, donc en 80, 88, je crois, c'est ça, où il fallait trouver soit du Peugeot, soit du Moto Bécane, MBK, Hmm. enfin bref. Et finalement, je travaille chez eux, je lance le truc. Ça ne convient pas à la grande direction qui décide de resectionner ce magasin, mais avec une surface quand même vélo qui était très importante. C'était la plus importante en France à ce moment-là. Hmm. Donc on est dans les années 89. On va essayer d'avancer très vite, mais au fur et à mesure en fait de rencontrer des gens, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Pierre Ognier. Alors, je sais pas si tu connais, ça a Ouais. été ça a été, alors pour ceux qui vont nous entendre, ils vont se rappeler de lui, c'est un monsieur en fait qui a lancé d'ailleurs l'enseigne Véloland, mais qui Hmm. avait lancé avant la vente par correspondance dans le milieu du vélo. Ok. C'était un spécialiste du bicross. Pour te donner une petite idée qui va peut-être intéresser, c'est qu'on on était à Saint-Maur-des-Fossés, donc dans la région Hmm. parisienne, et on faisait venir des bus de Bercy lorsqu'il y avait Ouais, ouais. les Ok. coupes de Bicross, les bus de Hmm. Bercy directement devant le magasin. Donc, tu avais un bus 55 places qui se pointait, tout le monde venait consommer, il repartait, et il y a un autre bus qui arrivait, enfin, c'était un balai incroyable. Donc, je rencontre Pierre Rognier, avec qui j'ai énormément appris. Hein, donc là jusqu'à 93. Ensuite, je pars comme directeur commercial chez Promodis, qui était une petite sœur de Royal Moto France à l'époque. Hmm. Pas Royal Vélo France, ça c'était après, mais Hmm. Royal Moto France. Et ensuite, je pars dans le nord de la France, je repars dans le nord de la France, puisque c'est ma souche, avec un ami d'enfance qui s'appelle Frédéric Sell, et avec qui on monte un magasin qui devient un des plus gros magasins du Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, toujours dans la vente de vélos, et on s'est spécialisé dans les produits courses, Ok. et dans quelques autres choses. Enfin bref, on tourne super bien. Et puis ensuite, là, on est 94, on continue d'avancer et je, je re-rencontre, ou plutôt Pierre Rognier, ce fameux monsieur, Hmm. fait 150 km pour venir me voir et me demande de revenir sur Paris parce qu'il a l'intention de monter le plus gros magasin en France qui était de 1000 mètres carrés et qui se trouvait au Carrefour Pompadour. Donc Hmm. voilà, je me retrouve à nouveau à Paris. J'ai une femme qui m'a supporté avec mes allers-retours à chaque fois, mais Hmm. je suis sur Paris et là, euh,
l'enseigne Véloland naît. Donc, Mhm. je démarre chez Véloland et ensuite, l'enseigne Véloland commence à avoir un petit peu de difficultés, notamment le magasin, les magasins, puisqu'ils avaient décidé de monter plusieurs magasins, plus des franchisés. Donc, je formais les franchisés. Ok. Mhm. Et le patron de l'époque, Nogrette, comme ça je donne des noms maintenant, Mhm. euh, ça ne lui plaît pas trop que je puisse m'occuper d'un magasin qui fonctionne et tout ça, et de donner en fait des informations à des futurs franchisés qui viennent se former. Ça le dérange un peu. Bref, le tout fait qu'on ne s'entend plus et je décide de partir. Et parallèlement à ça, un petit peu avant, il y a deux personnes qui viennent dans le magasin. Un monsieur que tu ne connais peut-être pas non plus, mais qui s'appelle Gérard Van Chandel, et un monsieur que tu connais beaucoup mieux qui s'appelle Denis Briscadieu. Donc Je Gérard connais Van Denis. Chandel, comme ça on fera un peu d'histoire pour tout là. Ouais. Gérard Van Chandel, c'est le premier créateur d'une franchise vélo en France. Ok. Vélo d'or. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, Non. voilà, Gérard Van Chandel, Vélo d'Or, et Denis Briscadieu, qui travaillait pour Bouticycle. Et à l'époque, voilà, ces deux messieurs rentrent dans le magasin pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. C'est là mon premier contact avec eux, puisque pour ceux qui le savent, ensuite, notre relation, du moins avec Denis Briscadieu, eh bien, dure encore aujourd'hui au bout de 22 Mhm. ans. Ouais. Voilà. C'est beau. C'est beau. Une belle Donc, histoire. je dirige des magasins. Alors, au tout début, table blanche, il faut créer un concept. Je Mhm. dessine un petit peu, donc je crée le concept Culture Vélo. Et de fil en aiguille, de directeur d'enseigne, de créateur d'une école aussi de formation, Mhm. dont tu parleras peut-être tout à l'heure, une école de formation sur l'île Jourdain. On me propose la possibilité de pouvoir faire ce qui me va depuis toutes ces années, parce que j'ai parlé de tout ça, mais j'ai jamais parlé d'événementiel parce que j'en faisais Mhm. un petit peu de façon, comment on va dire ça, Ponctuel. ponctuelle, Mhm. et de dire, bon, ok, ben Thierry, maintenant que tu as lancé quelque chose, et je reparlerai des dates après, eh bien, on va lancer une division événementielle. Et voilà, Mhm. voilà comment je suis aujourd'hui à la tête de ce gros salon. Ok. Alors, le salon, parlons-en. Les Pro Days. Oui, Alors, il y a les Pro Days, mais il y a aussi Vélo in Paris. oui. Voilà, parle-nous de ces salons, parle-nous de s'il y a d'autres aussi événements Mhm. qui sont importants, mais euh, c'est vrai que enfin, le salon le plus visible, parce que c'est le salon, le plus gros salon de l'industrie en France, Oui, même en euh, Europe, hein, même en Europe. puisque euh, uniquement B2B, il n'y a que celui-là, hein. Uniquement B2B, il n'y a que celui-là. Ouais. Et donc, c'est un salon qui, enfin, j'ai pu en être témoin au fil des années, a pris une place de plus en plus grosse. Mhm. Parle-nous un peu de ce salon des Pro Days. D'où est venue l'idée, le concept, et, euh, et comment tout ça a démarré? Alors, comment tout ça a démarré? Ça a démarré, en fait, bien sûr, au niveau du... Alors, on appelle aujourd'hui le groupe Cycle Lab, mais à l'époque, ça n'était pas du tout ça. C'était une enseigne qui s'appelle Culture Vélo et qui, pour, euh, pour fonctionner, avait besoin en fait de fournisseurs avec lesquels travailler. Mm. Donc on avait déjà tout un référencement qui était fait, hein, pour ces magasins. Et lors de, tu sais, quand tu es à 3, hein, puisqu'on était à 3 au tout début, Mm. donc je suis arrivé en janvier 2001 dans cette société qui s'appelait Dossard 51, le Mm. Dossard mythique du Tour de France d'ailleurs, et Dossard 51. Et en 2002, je propose à Denis d'organiser un salon. Il existe à l'époque, bon, il y a aujourd'hui, on peut en parler parce qu'il n'existe plus, je veux dire malheureusement, mais l'ancienne Bouticycle, dans le groupe Alvarez, de l'autre côté, Mm. eh bien, organise aussi des journées, hein, dont Denis avait été d'ailleurs l'instigateur à l'époque, des journées.
spécial pour les fournisseurs qui venaient. En fait, ils étaient dans une grande salle de sport, Mm. à la hall du Mouzon, je pense, et ils organisent en fait pour les. C'était plutôt. Enfin, moi, je le voyais de l'extérieur à l'époque, et à Mm. chaque fois que les gens y allaient, qu'est-ce qu'on a bien mangé, c'était super, on a fait la fête pendant toute la soirée, tout. Enfin, on parlait beaucoup de choses, mais rarement trop professionnel. Alors, Mm. c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Je me dis, tiens, il faut organiser quelque chose. Denis me dit, OK, organise, mais je ne veux pas du tout que tu l'organises comme ça se passe chez Bouticycle. Donc, rapidement, la petite idée, et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un salon inversé. Donc, en septembre 2002, démarre le premier salon inversé pour le monde du vélo. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est que le salon inversé, mais Mhm. salon inversé à Saint-Jean-de-la-Vêtre. Alors, l'idée est simple dans le concept, c'était on va essayer de trouver à chaque fois une ville différente pour que ça puisse aller pour l'ensemble des magasins du même groupe, pour qu'ils puissent voyager un petit peu partout en France. Donc Saint-Jean-de-la-Vêtre, c'est à côté du Mont d'Or, c'est loin, c'est entre Saint-Étienne et puis je ne sais plus quelle ville là, mais c'est très très loin. Et en haut d'une petite montagne, on fait venir les fournisseurs qui présentent devant un parterre en fait de magasins assis avec leurs crayons et tout ça, leurs produits. Donc à l'époque, tu as les gens de chez Scott qui présentent, tu as les gens, alors chez Scott c'était René Allard. Je ne sais pas si tu te souviens de René Allard, Non, c'était le patron de chez Scott à l'époque. je suis trop jeune pour Euh, tous ces noms-là. donc voilà, il vient faire une présentation devant les magasins du groupe Donc et si, on a excuse-moi un petit stand, Thierry, ouais. si je comprends bien, il y a une scène, une estrade, Ouais, une audience devant, donc les patrons de magasins et les responsables de magasins, et donc oui, chaque marque vient en gros pitcher son offre et qu'est-ce qu'elle propose au magasin, c'est ça? exactement. D'accord, ok, Exactement. génial. C'est exactement ça. Et après, pour avoir une petite continuité, parce que les mecs, tu te doutes bien, ils viennent pas pour une heure et puis après s'en aller Bien avoir sûr, fait autant de kilomètres. Donc, ils avaient ouais, un petit espace ok. libre où ils présentaient leurs produits. J'ai d'ailleurs une image de la société Trek, Mhm. la société Trek, avec Nicolas Schaeffer, qui est tout jeune d'ailleurs, et son matériel tient sur une table. En Ok. fait, il y avait un vélo et une table avec des chaussures et tout ça. Enfin, c'était les débuts. Si tu nous envoies la photo, on pourra peut-être le mettre sur la vidéo qui va sortir sur YouTube. Ah, super, moi je l'ai, je l'ai. Ok, génial. Je l'ai envoyé il y a quelques années à Nicolas Schaeffer et il m'a fait Ok. ouh là 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 là. Bon, enfin, bref. Donc ça démarre comme ça et on a ça vit pendant quelques années, on bouge, Lyon, Annecy, tout ça. On a des endroits très très sympas, donc tout le monde se souvient encore. Et ensuite, on a notre premier salon, un vrai salon, à, c'est du côté de Montélimar, j'ai plus le nom exact, mais du côté de Montélimar, et où les gens essayent aussi les produits. Donc non Ok. seulement les marques peuvent aller dans une salle où il y avait par exemple, je peux dire des marques, pas de... Oui, Ouais, oui, bien voilà, sûr. la marque Orbea, je me Mhm. rappelle d'eux parce qu'il y avait Monsieur Ondé. Bon, ça date un petit peu. Et il est dans cet espace-là. Et les magasins peuvent venir commander les produits et en même temps essayer les vélos. Donc Très à bien. cet endroit-là, et je me rappelle, on avait dit d'ailleurs le petit Roc d'Azur, on avait loué des salles de sport et tout ça, et juste à côté, on avait monté un petit village, un petit peu comme au Roc d'Azur. Voilà, donc ça c'est le premier, c'est aux alentours des 2007, je crois, 2007, ça Ok. doit être ça, Ça où s'appelait ça passe en comment? version salon. Alors ça s'appelait le prologue. Le prologue, d'accord. Le Ok. prologue, qui est Ouais. avant, alors bien sûr, tu as toujours Ouais, des ouais, bien sûr. connotations très vélo, donc Hmm. Denis, à chaque fois, avait une idée pour trouver un nom, le prologue, le grand prologue, et après, Hmm. ça a été le Pro Days. Ok. Donc voilà un petit peu les cheminements qui se sont passés comme ça par rapport à ce salon, et ensuite, quelques années à bouger un petit peu, tu sais, on a une première, euh, comment on va dire ça,
rassemblement de toutes les marques en un seul endroit. Alors que Hmm. là, pour l'instant, c'était dans des salles, plus des tentes que je montais sur le côté, tout ça. Ça faisait un peu bric-broc. J'ai rien contre le Rock d'Azur, mais ça donnait cette ambiance-là. Hmm. Et s'il fallait changer, il fallait avoir quelque chose de sympa. Donc, Arles, la ville d'Arles, Hmm. ils ont un endroit qui est un village vacances avec d'énormes courts de tennis. Je ne sais pas si tu connais, Ok, c'est l'endroit où il y a des stages d'équipe de France, des choses comme d'accord. ça. Ils vont à Arles et tous les petits jeunes vont s'entraîner au tennis. Donc il y a un grand endroit qui fait 3000 mètres carrés où il y a plein de cours. Et nous, l'idée, c'était de partir à l'intérieur, de moqueter l'intégralité de ces 3000 mètres carrés et de mettre Hmm. des stands. Donc voilà, on a notre premier vrai salon à ce moment-là, hein, en Arles, et on y est bien jusqu'en 2013. En 2013, on déménage au parc floral que Hmm. tu connais, hein, Bien sûr. donc on démarre. De 3000, on passe à 5000. Hmm. Alors, j'ai oublié de dire, hein, à Saint-Jean-de-la-Vêtre, c'était à peine 200 mètres carrés, hein. Donc, de 2002 à maintenant, Hmm. il y a eu il y a eu du mètre carré qui s'est avancé. Donc, on démarre comme ça avec 5000 mètres carrés sur le parc floral, Hmm. de 5000 à 8000, de 8000 à 9000, de 9000 à 10 000, on est complet à l'intérieur. Ensuite, à Hmm. l'extérieur, on fait monter une tente, on arrive, car on est serré comme des sardines, c'est très très difficile. Au niveau de sécurité, on est un peu moyen. Et j'avais depuis quelques années la directrice commerciale de Vie Paris Hmm. qui me draguait un petit peu, enfin draguait, On à a tout compris. honneur, hein, on a Hmm. compris, hein, Bien sûr. qui venait me voir comme ça, ah, votre salon est bien, hein. Et puis ensuite on décide d'aller à Ville Paris, qui était pour nous, on Donc trouvait ça Paris, hein, immense. Ouais, pour Ville ceux Paris, qui oui, ne bien connaissent sûr, pas forcément, c'est Paris Expo Porte de Versailles. oui. Donc c'est les grands halls sur lesquels se font tous les salons, enfin dans lesquels se font tous les salons, voilà, Tous Porte les de plus gros Versailles. salons. Voilà. Voilà, tous les plus gros salons, ils doivent avoir quelque chose comme plus de 100 000 mètres carrés. Enfin, Hmm. j'ai plus le truc exact. Ouais. Et nous, on en prend une petite partie au début. Donc, on déménage de l'autre côté, donc on arrive là-bas. Mais on arrive aussi dans une période légèrement compliquée. Quelle période, C'est-à-dire c'est quelle que année ça? là, on arrive chez eux en 2019. Hmm. Donc 2019, un an après, enfin, ou dans l'année 2019, on sait ce qui s'est passé. Donc Bien sûr. en 2019, on arrive dans cet endroit-là et on prend une partie du pavillon, je crois que c'est 13 000 ou 14 000 mètres carrés, chose Hmm. comme ça. C'est le pavillon 3, Et non? C'est ça? pavillon 4. Le 4 en premier, fait. c'était pavillon Hmm. 4 sur une partie. Ensuite, on passe au pavillon 6, enfin, presque 15 000. Hmm. Ensuite, on rebascule sur l'intégralité du pavillon qui se trouve en bas, qui est le 4. Et là, c'est la totalité, c'est 20 000. Hmm. L'année passée, tu as vu ce que c'était. Donc, c'était là-haut les 15 000 plus une partie du bas. Donc, on était sur un petit 30 000 mètres carrés. Hmm. Et là, cette année, c'est la totalité du 4, la totalité du 6, et on est sur 35 000. Ouais. Ok. Voilà un petit peu toute cette évolution de Ouais, 200 à 35 000 mètres carrés au fur et à mesure des années. Ça n'a pas été Bien sûr. sans embûches, hein. Hmm. On a eu des Ouais. grosses embûches. Commercialement, je ne vais pas en parler parce que c'est avec les enseignes, avec tout ça, donc ça, je ne Mhm. vais pas en parler. Par contre, on était, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait le salon de Paris. Hmm. Bien sûr. Le mondial du deux roues qui faisait, c'était les mêmes qui organisaient l'automobile, hein, Ouais. c'était AMC. Hmm. Donc, ils avaient aussi le salon du vélo. Alors, je ne sais plus comment ils l'appelaient, deux roues avec la moto et le vélo. Hmm. Et nous, pendant qu'on est en train de monter, on a ce gros salon qui existe toujours. Hmm. Et là, on a été confronté à des lions, là. À un lion Ouais. notamment, ouais, une personne. Ah Bon, je vais là pas là dire son là. nom, sinon Denis, s'il l'écoute, il va se Ouais. dire encore, ah non, Thierry, remets pas ça. Mais oui, on a un monsieur qui nous met des bâtons dans les roues, Hmm. au point que on pouvait accéder nulle part en fait pour exposer. Nulle part. Je Ok. sais pas si tu imagines, toi, organiser un salon, et partout où Hmm. tu vas, eh bien, on te dit non, c'est pas possible.
D'accord. Et c'est pas Et sans possible. que tu Tu sais pas saches pourquoi. vraiment pourquoi. Ah Ouais, non, c'est non, ça. tu sais pas Ouais. pourquoi. C'est C'est, non, désolé. Et puis il n'y a pas d'argument, il n'y a pas non, de. Ouais. c'est pire, c'est pire. C'est même pas ça. C'est pas non désolé. C'est, oh oui, c'est super bien. 3 jours après, allô, Monsieur Mersman? Non, on pourra pas en fait, au final, vous recevoir. Tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça dans tous les endroits de Paris que j'ai pu visiter. Sauf au parc floral. Je pense que sans cette dame, comme quoi je disais que les rencontres, c'est Hmm. hyper important. La rencontre que j'ai faite avec Pierronnier, avec Denis et avec cette dame qui Alors, est-ce qu'on s'appelle peut. Ouais. Colette. Et Colette. qui, voilà, et D'accord. cette dame, en Merci, fait, Colette. son ennemi juré est ce monsieur, qui a le même Hmm. prénom que moi d'ailleurs, Thierry. Et, euh, et elle dit, non, non, mais elle me tend la main. On est quand même dans le monde des affaires, hein. On est Hmm. avec la directrice du parc floral, de ça. Elle me tend la main, elle me dit, on fait affaire ensemble. Je lui tends la main, je lui serre, et puis c'est parti. Donc, comme quoi, quelquefois, une main tendue peut vous aider pour la suite de Bien la sûr. réussite. Ouais. Bien sûr. Génial. Tu vas revenir sur quelques détails, mais Euh, il y a quelque chose qui, selon moi, et tu vas me dire si je me trompe ou si ça va dans le sens, mais donc au début du Pro Days, enfin du prologue, le Oui, salon était réservé aux revendeurs du réseau Bouticycle, Culture Vélo et oui. Véloland, donc des franchisés Cycle Lab. Et Alors, tu as fait une petite erreur. Non, pardon? Véloland, en fait, n'était pas Ah dedans. pardon, non, c'était Oui. alors c'était quoi les enseignes, rappelle-moi? Alors, je vois où tu veux en venir parce qu'il y avait Culture Vélo dans un premier temps. Ouais, Ensuite, il y a eu Bouticycle et Vélo Station. Vélo Station, ok. Ouais. Voilà. Et il y a une petite mutation. C'est peut-être pour ça Hmm. que tu m'en parles de Véloland, mais c'est pas Véloland, mais c'est Mondo Vélo. Sport Mondo 2000 Vélo. Mondo Ouais, Vélo. ok. Autant pour moi. Voilà. Désolé. Désolé, Denis. Non, 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 mais Encore une fois, c'est Denis Briscadieu qu'on embrasse aussi. Désolé. Donc oui, effectivement. Alors mon point, c'était de dire que donc au début, c'était des événements qui étaient réservés aux franchisés oui, de ces enseignes-là. aux Et adhérents, ouais. ouais, aux adhérents. Et alors, je ne sais pas si ça s'est fait progressivement, mais il y a eu une ouverture vers Oui, d'autres revendeurs, enfin d'autres enseignes, voire même de pas d'enseigne du tout. Quel a été pour toi, est-ce que pour toi ça a été un moment de justement d'ouverture qui a permis le développement du salon? Est-ce que ça a eu une contribution importante? Et si oui, qu'est-ce qui a motivé ta volonté justement d'ouvrir à d'autres revendeurs? d'accord. Le, L'ouverture, elle est dans deux directions. Dans deux directions. L'ouverture vers les marques, hein, puisqu'on on se rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est que lorsqu'on a des adhérents qui travaillent avec un réseau, on travaille avec des marques qui sont référencées dans le groupe. Donc on Hmm. travaille avec des marques référencées qui nous suivent pour certaines depuis le début et qui alimentent en fait les magasins comme on les connaît aujourd'hui pour ceux qui connaissent les magasins Culture Vélo, Boutique ou Vélo Station. Hmm. Et ensuite, une ouverture vers les visiteurs. Hmm. C'est vrai. Donc, un côté marque, un côté visiteur. Parce que Hmm. les visiteurs, au début, ça n'était aussi Hmm. que les magasins de notre réseau. Donc, qui étaient, on va le dire assez simplement, je crois que ça devait être, allez, on va dire, on a eu jusqu'à 80 magasins, on va dire 70 magasins. Hmm. 70 magasins qui viennent à deux, ça te fait 140 personnes. Hmm. Ok. 140 personnes qui viennent visiter un salon sur 5000 mètres carrés. Tu as le temps d'attendre qu'ils arrivent, hein, à ton stand. Et là, il y a eu beaucoup d'interrogations de la part de Marc et de Hmm. moi aussi, parce que ça n'était quelque chose qui n'était plus viable. Hmm. Pas viable financièrement, je parle viable pour pour la continuité d'un salon. Donc, je travaille donc avec Denis, qui lui s'occupe de l'ensemble des magasins qui nous font vivre quand même et de lui expliquer que je vais ouvrir à d'autres exposants Hmm. ainsi que d'autres visiteurs, c'était pas quelque chose qui était facile à entendre. Ouais. Bon,
Aujourd'hui, je pense qu'il me remercie. À l'époque, il me faisait des gros yeux, bien qu'il m'a pas souvent fait des gros yeux, mais là, il me faisait des gros yeux. Et au moment où ça s'ouvre, en fait, et encore une fois, il y a plusieurs volets. C'est que tu as des marques référencées et qui te disent, Thierry, est-ce que tu as déjà pensé à ce que nous, on puisse faire venir nos propres magasins? Sur l'idée, pour l'instant, c'est pas encore le Mhm. concept, hein. Ça, c'est une réflexion, hein, qui mûrit au fur et à mesure du temps pour ouvrir, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et, et parallèlement à ça, et c'est là que vient certainement l'essence de ta question, c'est on a un autre salon qui existe en même temps, qui est le salon d'achat des magasins Sport 2000 Mondo Mhm. Vélo, Ok. qui est sur Paris en même temps que nous. Mhm. Donc les marques nous disent, pour les grosses marques, nous disent, Thierry, on va pas pouvoir choisir longtemps. Là, on est au maxi. On vient sur ton salon. En gros, on est un peu gentil de venir sur ton salon. Mhm. Et en même temps, on va aussi au salon à côté de Sport 2000 Mondo Vélo. Et ça nous pose un gros souci. Donc, si vous vous entendez pas, nous, on va organiser nos propres choses, notre propre Ouais. salon, et on pourra plus venir aux deux parce que c'est quelque chose qui est pas possible. Et on veut pas faire le choix. Un peu dur, ça, quand on Mhm. entend ça. Donc, à la réflexion, on se dit, tiens, il faudrait faire une approche vers les gens de monde au vélo. Mhm. À l'époque, la presse avait marqué rapprochement, juste comme ça. Non, c'est pas rapprochement, c'était faire une tentative d'approche Mhm. téléphoniquement ou de les rencontrer, de les voir pour savoir un petit peu comment on pourrait trouver l'idée. Ça se fait d'abord au téléphone et c'est non, moi j'ai le meilleur salon, non, moi j'ai le meilleur salon. Chacun voulait rester campé sur le truc. Bref, comme tout a une fin et comme je suis considéré dans le milieu du vélo euh, sportif, comme un guerrier, eh bien, je fais comme un guerrier. Et finalement, j'obtiens le fait que eux décident de venir sur le salon. Donc, ils Mhm. viennent aussi avec des marques que l'on n'avait pas. Donc, ça Ouais. s'ouvre un petit peu à des marques différentes. Et automatiquement, ça s'ouvre aussi à d'autres personnes, des magasins Mondo Vélo, par Mhm. exemple. Bien Mais sûr. pas seulement, aussi des magasins Sport 2000 qui veulent voir un petit peu ce que c'est que notre salon et tout ça. Fort de tout ça, ben, tu peux pas te contenter uniquement qu'un peu de sport 2000, uniquement de l'autre côté. J'ai dit, ben, puisque c'est comme ça, et que les marques entendent le fait qu'il puisse y avoir aussi d'autres marques qui viennent sur le côté, ben, puisque vous entendez qu'il y ait d'autres marques, vous pouvez entendre aussi que vous pouvez aussi avoir d'autres invités, d'autres clients. Et c'est là qu'arrive la chose un petit peu subtile, c'est que chaque exposant invite ses propres clients. Ça l'est D'accord. encore vrai aujourd'hui. Ouais, ok. Donc voilà, chacun invite un petit peu tout le Très monde. Ça bien. reste toujours dans un Mhm. circuit, on va dire, un peu fermé, mais tout le monde invite ses propres clients. Et aujourd'hui, comme le salon grandit, tu as des clients de la FNAC, tu as des clients de chez Darty, tu as, Mhm. le patron de Auchan, je me souviens plus lequel, là, qui vient avec ses équipes, Leclerc, mais aussi tous les magasins français, mais aussi magasins étrangers. Voilà un petit peu comment ça a bougé. D'accord. Génial. Ah ouais, c'est énorme. Alors, et là, donc, aujourd'hui, tu me dis 35 000 mètres carrés. Ouais. Combien de visiteurs en 2022? Alors, en 2022, nous avons affiché 5700 visiteurs. Mhm. Et très récemment, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça. D'accord. C'était beaucoup plus que ça. En fait, on fonctionne avec une plateforme que tu connais très certainement pour les invitations d'événements, pour les Mhm. concerts, les choses comme ça, qui est WizEvent. Ok. Je fais pas de la pub pour eux, mais bon, il se trouve Mhm. que ce sont les leaders là-dessus. Et WizEvent a des inscriptions de gens qui viennent, des magasins et tout ça. Et quand ils s'inscrivent dessus, les personnes, hein, comme toi et moi, on va s'inscrire, on va prendre un ticket, et Mhm. voilà, qui est gratuit d'ailleurs, hein, qui est gratuit à partir du moment où on est invité par la marque. Et tu vas directement sur ce salon, et ça me donne 5708 personnes. Mhm. J'ai regardé ça tout récemment. Ouais. 5708. Mais on a eu beaucoup plus que ça parce que on a eu toutes les sociétés en fait qui ont invité aussi des clients
avec des bracelets, puisqu'il y en a qui viennent avec des bracelets. Hmm. Et au fur et à mesure, ben, on s'est aperçu que c'était bien plus que ça. Donc, ça doit voisiner, pour répondre à ta question, à plus de 6 000 personnes Mhm. professionnelles. Ok, très bien. Donc, et c'est un peu ce que j'ai pu voir et entendre de la part des pros, enfin, c'est-à-dire Oui, des marques qui étaient présentes sur le salon, c'est que c'est pas non plus des chiffres qui donnent le tournis. En revanche, c'est ultra quali. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent sur le oui. salon savent pourquoi ils viennent. Enfin, c'est un salon qui est vraiment donc pro, entre pros. Les gens qui y viennent, ils viennent pour faire du business, pour passer des commandes. Et donc, c'est un salon qui est pour le coup ultra dynamique de ce point de vue-là, d'un point de vue business. Hum, On garde quand même le côté journée d'achat, en fait, mais sur un format salon. Euh, et donc, alors, pour comparer à d'autres gros salons, alors, ceux qui connaissent les Pro Days connaissent, je pense, l'Eurobike, hum, mais ce que j'ai noté, c'est aussi que enfin, les pros et surtout les magasins de vélo qui doivent être dans leur magasin un peu au jour le jour vont moins à l'Eurobike du coup et vont plus sur des salons type Pro Days parce que déjà on y trouve une offre enfin, cohérente avec le marché français, que c'est moins loin, que ça coûte quand même beaucoup moins cher de venir passer un jour ou deux à Paris que d'aller à l'époque donc à Friedrichshafen au bord du lac de Constance avec toute la logistique que ça ouais. implique. Même si aujourd'hui c'est à Francfort et que c'est plus accessible, mais le salon Pro Days aujourd'hui, comparé à un Eurobike, est un salon qui est, semble-t-il, quand même plus cohérent pour les besoins des revendeurs et des marques françaises. Mhm. Comment justement est-ce que c'était une démarche, est-ce qu'il y a eu une approche, une démarche volontaire justement de se démarquer, et si oui, comment on se démarque d'un Eurobike? Alors, comment on se démarque d'un Eurobike? Je veux dire que c'est au fur et à mesure de faire des erreurs. Mhm. Je, je, Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est gênant pour moi, mais j'apprends à chaque fois de mes erreurs et j'essaye de trouver à chaque fois des choses rapidement. C'est-à-dire que Mhm. quand il y a une chose qui s'est mal fait, je l'oublie de suite et puis je passe à autre chose et après terminé. En management, Et on appelle ça le fail fast. ah oui, Ouais, fail je sais fast. pas. C'est-à-dire, tu fais une erreur, mais par contre, tu passes rapidement à autre chose. Voilà, je passe rapidement à autre chose et puis Hmm. j'essaie de trouver la meilleure solution. En fait, c'est passé presque dès le début. Tu sais, on avait, je l'ai dit tout à l'heure, on avait un salon qui était en Arles. Les gens venaient avec leur tente. Tu Hmm. vois, déjà dans un premier temps, hein, ils viennent avec leur tente et tout ça, un peu style Rock d'Azur, parce que ce Ouais. sont leurs outils de communication. Alors, quand on parle des tentes, on parle des stands, hein. On parle pas des Oui, tentes oui, Quechua avec leur tente. qui posent dans la rue, quoi. Ok, Ouais, ouais. Donc, très bien. on parle de, oui, leurs barnums, hein, les Ouais. barnums en fait de marques qui sont siglés à leurs produits, tout ça. Et rapidement, très rapidement, on les a interdits. Hein, dès Ok. qu'on est passé de l'autre côté, d'abord pour une question de sécurité aussi, parce que tout le monde n'avait pas les normes au feu, hein, parce que ils Hmm. les achètent pas tous chez. Je vais parler d'un de nos partenaires Pétante, par exemple, Hmm. mais ils les achètent pas tous là-bas. Donc les tentes interdites. Ok. Donc ça a déjà donné une connotation encore plus professionnelle de dire bon, ok, il nous interdit les tentes, donc il faut essayer de faire quelque chose de sympa au niveau du stand. Sachant qu'on Et est en là, indoor, là, non? comment? On est en intérieur, là. Ou en extérieur? À Arles. On est en Quand on est en Arles, on est à l'intérieur. À On est à l'intérieur, oui. Donc, l'intérieur. Oui, oui. effectivement, le principe du Barnum se justifie un petit peu moins quand même. Un petit peu Enfin, moins, mais voire même on beaucoup l'avait moins. quand même parce que il n'y Hmm. avait pas vraiment de format qui disait Ouais, ouais. ne les mettez pas. Et puis, sauf quand tu allais au centre de Paris où tu voyais des beaux stands et tu rêvais un petit Hmm. peu dessus, mais ils n'étaient pas finalement énormes. On en parlera peut-être tout à l'heure, Ouais. mais ils n'étaient pas finalement énormes sur le stand du Mondial du deux roues. Toujours est-il que tu interdis ça déjà dans un premier temps et cette idée de dire bon, ok, ce sont chaque fournisseur, chaque exposant qui invite ses propres clients. Donc, euh, va qualifier de suite
l'ensemble du salon. Et ça, au fur et à mesure. Et ça, l'Eurobike ne le fait pas. Hmm. Tu payes 50 euros, tu y vas. Si tu magouilles un petit peu, ben, tu es un particulier qui adore le vélo et puis tu y vas quand même. Et ça, c'est quelque chose où nous, on a donné en fait la chasse au fur et à mesure. On Hmm. retire toutes les tentes. On demande que chaque client invite ses propres clients. C'est pas moi qui les invite. Je me sers même pas de fichiers ou quoi que ce soit. Ce sont eux qui les invitent au fur et à mesure. Hmm. Donc, ça a mélangé par tout le monde. Ah, il y en a quelques-uns qui se trompent un petit peu. Au début, on a eu, quand je te dis des erreurs, on a été de suite voir les marques. La marque, je vais la voir. Bon, maintenant, avec l'expérience, ça se passe toujours très bien. Je me dis, bon, tu as envoyé des invitations, mais tu as envoyé des invitations à des magasins et ce même magasin invite des amis, des copains pour aller voir un beau salon. Parce que le mec, il pense que c'est son week-end de folie avec toutes ses équipes. Hmm. Mais au fur et à mesure, ils l'ont compris. C'est que ce même magasin va sur un stand, il y a les prix d'achat, il y a Hmm. des classeurs, il y a plein de choses qui n'ont Oui. forcément pas intérêt à donner aussi à toutes ces équipes. Il ne faut pas Hmm. non plus Ouais. à toutes ces équipes, à tous ces Hmm. visites, ces clients. Donc ça, encore plus qualifié, a donné en fait une grosse différence avec l'Eurobike. On aurait pu dire, bon, ok, on paye 30 euros, 40 euros pour venir sur un salon et tout ça. Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de les payer aujourd'hui, hein. J'ai les exemples l'année passée où des gens nous demandent de payer pour rentrer. Non, non, non. Et si vous n'êtes pas invité, vous ne rentrez pas. Le Hmm. mec, il a pu faire 100, 200 kilomètres. Moi, je reste ferme là-dessus. Donc, Hmm. cette fermeté, cette sécurité aussi qu'ils ont au niveau des marques, a donné en fait cette différence d'orientation pour notre salon. Hmm. Et tant qu'on fait comme ça, je pense qu'il sera toujours aussi bien qualifié. Quand la Oui. personne va là-bas, quand c'est un loueur, c'est pas un mec qui vient se promener. Il vient pour acheter. Il vient Hmm. pour faire une commande de 250 vélos d'un coup. Il vient pour commande. Enfin, c'est vraiment quelque chose de Ouais. très, très différent. Donc, si je comprends bien, donc avec les Pro Days, également avec le nom Pro Days, la volonté a été véritablement de créer un environnement euh, qualitatif, voire ultra qualitatif, propice justement à la création de business dans l'industrie du vélo. Euh, et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu donc cette ouverture qui a été faite vers d'autres marques et d'autres enfin, publics, on Mhm. va dire. Donc, toi, ce que tu disais, c'est que ça s'est fait finalement naturellement ou est-ce que c'est quelque chose où comment dire enfin, est-ce que c'était une demande de la part des visiteurs, des marques, des magasins ou est-ce Le, que ouais. ouais, le principal, quand tu organises quelque chose comme ça, bon, tout ne se fait pas naturellement, parce que Hmm. attends, le mot naturellement, c'est, imagine bien, entre 200 et 35 000 mètres carrés, ça n'est Hmm. pas, ça s'est pas fait comme ça. Ouais. Mais si t'écoutes le marché, Hmm. c'est simple. Il suffit simplement d'écouter quelques marques de temps en temps. Je donne régulièrement des appels à des marques dans le milieu du vélo. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Justement pour essayer de m'en imprégner au maximum, de façon à avoir la chose qui colle le plus à la demande de l'exposant. Hmm. J'ai été exposant, enfin, nous avons été exposants aussi dans beaucoup de salons, hein, que ce soit dans des salons professionnels ou des salons comme les salons de la franchise, des choses comme ça. Et ça, ce sont des choses qu'on nous demande assez rarement. Hmm. Donc, tu le fais par toi-même. Et moi, quand je pense quelque chose sur le salon, je le pense en tant qu'exposant. Hmm. Si j'étais exposant, qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'apporte comme service? Qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est comme ça que ça s'est fait. Et si tu fais comme ça, je pense que effectivement, là, on peut dire les choses naturelles découlent, mais c'est comme ça que ça se fait. Et quand tu as une marque qui te dit, Thierry, pourquoi tu n'invites pas, par exemple, Véloland? Pourquoi tu n'invites pas Véloland? Ben, je Hmm. dis, écoute, Véloland, ils sont rarement venus vers moi. Hmm. Moi, je les vois parce que vous les avez invités. En gros, ils invitent des magasins Véloland et tout ça, Hmm. mais la centrale Véloland n'est pas présente. Sauf l'année passée où Thomas Ditch, qui est le patron de Hmm. Véloland pour la France, me dit est-ce que vous nous acceptez sur le salon?
Ça me semblait évident. Ça me semblait évident. Alors je lui ai dit non, mais pas de souci. Et il dit oui, parce que je crois comprendre, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, hein, que je fais partie du groupe Cycle Lab, je crois comprendre que c'était pour le réseau des magasins. Mais je dis, mais ça c'est terminé depuis très très longtemps. Pour moi, encore une fois, la page est déjà tournée, déjà Hmm. faite. Quand j'organise, les gens de chez Culture Vélo payent leur stand, une partie de leur stand, parce qu'ils sont à trois sur leur stand, mais comme tout le monde, c'est j'ai la chance, Denis m'a donné la chance de travailler plus indépendamment que l'ensemble des enseignes qui se Hmm. trouvent ici dans notre groupe. Donc, j'ai les gens de chez Cyclable qui sont exposants. J'ai les gens de chez. Maintenant, ça va être très prochainement Amsterdamer là, avec leur réseau Holland Bike. C'est bien sûr Mondo Vélo, c'est Véloland, c'est le groupe Vélo Oxygène qui était présent au début de l'autre côté, mais là maintenant qui se recentre un peu plus sur leur marque Gitano Peugeot. Oui, tous ces gens-là viennent sur le salon et c'est ce qui s'est fait au fur et à mesure. C'est, ça ne s'est pas fait naturellement, mais c'est plus des portes qu'il a fallu Hmm. ouvrir en fait. Parce que les Oui. gens, ils ont trouvé la porte. Est-ce que vous nous... En gros, c'est un peu ça. Ils t'ouvrent Hmm. la porte tout doucement et te disent, est-ce qu'on peut venir? Mais, c'est normal. Mais bien sûr, je Hmm. vais vous expliquer ce qu'est notre salon. Voilà, il y a plein de gens qui ont des idées préconçues sur tout ça, Hmm. mais aujourd'hui, c'est un vrai salon. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'a vu, et tu m'as parlé d'autres organisateurs de salons, mais ça n'aurait pas forcément été une approche que tout le monde pouvait avoir. Enfin, tu vois, tu me parles de ça et tu me dis que c'est naturel, mais combien de personnes auraient trouvé que ça ne l'est pas naturel? Et la raison, c'est d'ailleurs l'exemple des gens qui viennent te voir en te disant, en te demandant, ah, est-ce qu'on peut venir, bah, montre bien que c'est pas une démarche qui est naturelle. Euh, Ouais. enfin, ce que je note dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une ouverture d'esprit et enfin, une ouverture vers l'autre, vers le besoin aussi de tes clients qui est prédominante et qui fait qu'aujourd'hui, tu es le salon référent dans l'industrie en France. Euh, t'as toujours eu, enfin, t'as toujours eu ce trait de caractère, enfin, je veux dire, ouvert, de potentielle remise en question, d'écoute. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou, enfin, est-ce que ça a toujours été là? Non, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu. Comme je te disais tout à l'heure, je suis autodidacte. J'ai pour je m'en fous de donner ça, mais j'ai arrêté l'école en cinquième. C'est plutôt jeune. Donc je m'en vais dans une filière qui me correspond pas du tout. Tu sais, quand on met les mauvais élèves dans des endroits pour pas les entendre pendant l'année, on les met dans des trucs où on veut pas. Donc allez, il se débrouillera bien. Et je me suis démerdé tout seul. En gros, c'est un peu ça. Donc Hmm. mon parcours, si tu dois faire un mec qui va dans les hautes écoles, et ben son parcours c'est ça. Par Hmm. contre, moi, pour arriver là, j'ai fait ça, et j'y suis arrivé. Donc, Hmm. c'est un petit peu ça. Et après, encore une fois, c'est les rencontres. Si j'avais pas rencontré Denis Briscadu, j'aurais peut-être pas eu cette chance de pouvoir m'exercer dans les salons au fur et à mesure des années. Si j'avais pas eu sa confiance, bien sûr qu'il y a des choses où il n'a pas été d'accord, où ça partait pas dans le même sens, mais après, il fallait lui démontrer que ça pouvait réussir, et puis ensuite, une fois que ça réussit, ben, il me fait confiance, et puis Hmm. on va dire que si j'avais pas eu cette confiance, en fait, tu te lances pas. C'est comme si demain, tu ne. Moi, j'aime bien plonger. Bon, j'ai une Hmm. limite quand même. À plus de 10 mètres, je me sens pas bien. Mais en dessous, je me sens très bien. Et Hmm. par contre, il y a des gens à 6-7 mètres, ils sont là. Qu'est-ce que je fais? Si t'as pas quelqu'un qui est là pour te dire, allez, allez, mais tu vas voir, mets-toi bien dans l'eau, hein, ça va fonctionner, garde bien tes bras, tout, hein, et ben, les gens plongent pas, quoi. Ils se Hmm. lancent pas. Donc moi, c'est un Hmm. petit peu la même chose. C'est que lorsque tu discutes avec les gens, faut pas avoir peur d'enfoncer des portes, faut pas avoir peur de, de lancer des choses et de dire, ah, et si ça marche? Hmm. C'est quoi le risque? C'est que ça marche pas? Bon, bah, ok, ça n'a pas marché, ben, on fera autre chose. C'est un petit peu ça. Et
Et donc, Voilà, si je comprends bien, c'est Denis qui t'a donné aussi les conditions pour créer tout ce que tu avais besoin ou envie de créer. Ben, oui, je suis dans une structure où, bien sûr, on a démarré ensemble, donc c'est beaucoup plus facile Hmm. qui puisse faire confiance à quelqu'un, hein. Quand tu démarres, tu es à deux, tu es à trois, et ensuite tu es à trois pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai travaillé dans sa maison, hein. J'explique pas tout le travail que j'ai fait depuis le Mhm. début, mais quand on démarre, il me fait voir une table avec, enfin, mais c'est même pas une table, c'est une planche et deux tréteaux. Lui, il a la même chose en face parce que il fallait bien démarrer. Et tu démarres comme ça, donc tu apprends des choses. Tu apprends aussi que pour bosser, ben, le midi, c'est pas la peine de rentrer chez toi. Oh, tiens, on est sur une petite mezzanine, on va faire des pâtes. J'ai mangé des pâtes pendant 1 an avec Denis, hein. Hmm. Donc, c'est pas que c'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est juste de dire, bon, des pâtes parce que on était en bas et puis qu'il fallait continuer d'avancer tout le temps. Donc, on Hmm. essaie d'avoir toujours des projets, des projets, des projets. Et Denis en a encore plus que nous, mais sur la partie événementielle, je me sens tellement à l'aise. J'avais déjà un savoir-faire que j'ai pas énoncé parce que du temps de décathlon, tout ça, j'ai fait plein de choses pour eux, Auchan, même chose, et ce qui fait que aujourd'hui c'est devenu quelque chose de naturel. En fait, c'est Hmm. que quand tu dis ça, c'est plus euh, le naturel vient parce que tu l'as bien travaillé. Aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un en train de rouler à vélo, et la façon dont il tourne les jambes, tu sais si c'est quelqu'un qui a travaillé par le passé ce pédalage, cette fluidité, cette vélocité. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est que à force de le faire, eh bien, ça devient naturel. Et les gens, le pire, c'est qu'ils te disent, c'est facile pour toi. Mais non, c'est pas facile. Tu vois un mec qui dévoile une roue, moi je sais parce que j'ai démarré par ça, mais tu dévoiles une roue, tu mets 3-4 minutes. Et le mec, il va essayer, il va mettre 15 minutes et encore, on n'y est pas encore, ça va pas et tout ça. Ouais, mais c'est facile pour toi. Ah, mais c'est facile parce que ça fait Hmm. 30 ans, 40 ans Bien sûr. Ouais. que tu travailles là-dessus. Donc voilà, c'est plus ça en Ouais, fait. ouais. C'est cette facilité apparente, Hmm. c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait Bien en sûr. amont. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, quand on te voit sur le salon, ça fait vraiment plaisir parce qu'on te sent on te sent comme un coq en pâte, quoi. Je veux dire, tu es là avec ta belle chemise pleine de Rose. couleurs. Moi, ce que je trouve, c'est génial parce que généralement, bon, un salon ou un événement comme ça, c'est quand même stressant, je veux dire, à organiser. C'est plein d'imprévus dans tous les sens. L'autre qui a pas de, l'autre qui a pas de jus sur son stand, enfin, t'es au four et au moulin en permanence et il n'y a jamais assez de temps pour tout gérer. Et à chaque fois, quand je te vois sur le salon, toi, t'es à l'aise, t'es souriant, on peut venir te voir, te demander des trucs et ça se passe toujours bien. Et je trouve que c'est super appréciable. En tout cas, c'est une super expérience. Mais, euh, mais évidemment, ça nécessite énormément de travail. Et je ne sais pas si tu connais cette fable du, du type qui vient. Alors, je crois que c'est un bateau. Bon, ça existe dans plein de trucs, quoi. Un bateau qui est en panne depuis X temps et personne n'arrive à trouver la panne. Et là, il y a un type qui arrive, qu'on a appelé et qui vient et qui passe 5 minutes à regarder un petit peu tout. Il regarde méticuleusement, pas 5 minutes, mais peut-être un peu plus. Et là, il sort sa caisse à outils. Et de sa caisse à outils, il sort un marteau. Et là, il prend le marteau, et il tape, tac, et le moteur redémarre. Blah. Et donc, quelques semaines plus tard, il envoie la facture au patron, au propriétaire du bateau. Le mec l'appelle, il dit, mais c'est quoi cette facture? C'est beaucoup trop cher, vous avez passé 5 minutes. Le type renvoie la facture en disant, écoutez, bah, pas de problème, voilà le détail de ma prestation. Donc, juste pour un coup de marteau, je mets, je sais pas, Ouais, 10 X. euros, quoi. Hein. 40 ans d'expérience pour savoir où est-ce qu'il faut donner le bon coup de marteau, bah là, par contre, c'est 10 000 balles, quoi. Voilà. Et, 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 et- et donc, il y a plein de formats pour cette histoire, évidemment, mais, mais effectivement,
on a tendance à parfois oublier, même soi-même, hein, on a tendance à oublier que la facilité apparente qu'on peut avoir à effectuer telle ou telle prestation ou être à l'aise dans telle ou telle situation requiert des décennies d'expérience. Et effectivement, quand on le voit sur le salon, on voit toute cette expérience de l'événementiel. Et Hein, hein. évidemment, on imagine que tu en as chié hein, pendant ces expériences. Est-ce que tu peux nous raconter, alors, outre ce que tu nous as déjà raconté, mais c'est quoi les galères, je sais pas, les plus grosses galères sur les Pro Days? Est-ce que tu as eu, genre, je sais pas, des coupures d'électricité, des trucs, enfin, une coupure générale ou t'es passé par quoi on va dire, maîtriser un salon de 35 000 mètres carrés? Non, si j'essaie de réfléchir comme ça, des galères, il y en a eu, il y en a tout le temps. Il y en a tout le Hmm, temps. Et par contre, j'en ai une qui me ressort, mais elle est pas attenante forcément à un problème technique ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je pars du principe que tout problème a une solution. Donc, on doit pouvoir trouver la solution. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as hmm, remarqué, quand on est sur le salon, tu ne l'as pas dit, mais toute l'équipe avec qui je travaille, parce que je ne travaille pas tout seul, mais toute hmm. l'équipe avec qui je travaille sont avec des trottinettes Des trottinettes, ouais. pour aller plus vite. Hmm, C'est pas pour se promener, pour essayer les moteurs des trottinettes qu'on nous a prêtées bien gentiment, mais non, non, c'est pour aller plus vite. C'est qu'on véhicule, on voit tel stand, on peut aller vite de l'autre côté. Si on hmm, n'arrive pas à voir, alors vous pourrez me dire, oui, ben, vous n'avez qu'à appeler au téléphone ou au talkie-walkie, mais on a ça hmm, aussi. hmm, Mais ça nous permet d'aller très très vite. Et pour nous, un souci qui n'est pas réglé dans les 5-10 minutes, c'est c'est un échec. hmm. Alors que dans d'autres salons, et j'espère que beaucoup m'entendent, mais que dans d'autres salons, quand tu as un souci, 1 heure après, ton souci n'est pas encore résolu. Et ça, Hmm. c'est pas normal. Donc voilà, tu as une notion de service, une notion de rapidité et tout ça. Je reviens à ce que tu étais en train de dire. J'ai presque loupé le cours de mon truc. Là, c'était Est-ce que tu as eu des galères des galères, ouais. ouais. Alors ma plus grosse galère, mais elle est plus presque physique même. C'est que on est au Parc Floral. J'organise le salon qui s'appelle Vélo in Paris. Hmm. Alors, qui s'appelle maintenant le Festival Vélo in Paris, Ok. mais j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Mais Ah, bien ce sûr. salon où les stands qui sont venus en 2019 sont tous présents. Donc, quand on a lancé le truc, et pour un lancement, c'est très correct, c'est très bien. Hmm, On est en 2020, on est à 4 jours de la fermeture totale de tous les magasins en France, hmm, de confinement, de la totale. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le traçage. Le hmm, traçage, c'est quand tu t'en vas et puis sur le salon, c'est complètement vierge et tu es là avec ton mètre, enfin le mètre, tu ne mesures plus comme ça, mais tu es ouais. avec les roulantes et tout, avec les, on appelle ça les lasers Hmm, et tu es en train de maîtriser. Et là, on commence à m'appeler. On m'a dit, Thierry, ok, on arrive dans 2 jours là, mais on a un souci, on ne pourra pas venir. Notre direction nous a interdit de venir, on ne bouge plus. Alors, tu as un premier stand, 40 mètres carrés qui dégage. Ensuite, ça avance dans la journée d'après. Et là, tu n'es pas très très bien. Et on te dit, bon, Thierry, on est sur une aire d'autoroute là, et notre direction nous demande de ne pas venir au salon. Mais vous avez payé, tout est. Oui, on sait bien, mais là, c'est beaucoup plus grave. On ne sait pas ce qui peut arriver, des équipes et tout ça, par rapport à la dangerosité du virus. On nous demande de rentrer. OK. Je regarde son stand, 100 mètres carrés. Alors, tu vois, 100, 140. 10-15 minutes après, un autre stand. Thierry, t'as eu les gens de moustache? Enfin, non, c'est le nom, c'est pas bon. non, T'as c'est eu pas les gens de grave. moustache au téléphone? Paf. Hmm, Et ensuite, ils font, eh bien, nous, c'est la même chose, hein. On ne pourra pas venir. On nous demande de rentrer là on a nos 4 camionnettes, notre camion qui est déjà rempli, mais on rentre. OK.
il rentre. Je regarde le stand, 100 mètres carrés. OK. Et ça a été ensuite pendant toute la journée. Des petits stands, des gros stands et tout. Et au moment où Et ça toi, se tu es en train de passe, tracer, hein. je suis en train de tracer. D'ailleurs, je traçais, c'était le premier stand de 40 mètres carrés. Et ensuite, je m'aperçois que le grand stand là, de 100 mètres carrés, il dégage. Le stand en face de 100 mètres carrés, il dégage. J'avais des surfaces partout, ça dégageait. Hmm. Et là, je te pourrais voir, c'est quelque chose de physiquement difficile à supporter. Tu te dis, c'est pas possible, ils arrêtent tous, ils arrêtent tous. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le salon, ça va être hyper difficile. Donc, bien sûr, j'appelle Denis et je dis, bon, Denis, voilà ce qui est en train de se passer. Elle me dit, est-ce que tu as une solution? J'en avais pas encore. Donc, il se passe la nuit, où j'ai pas dormi d'ailleurs. Hmm. Et le lendemain, je décide de modifier tout le salon. C'est-à-dire qu'il y avait des emplacements qui avaient été faits. Donc, je retire tout ce que j'avais pris en traçage et je refais un salon au risque que les chargés de sécurité ne m'autorisent pas à le faire comme ça, mais je change complètement le salon. Donc, pour éviter d'avoir ces grands trous Hmm. dans le salon qui ne seraient pas Eh oui. agréables. Donc, j'y arrive. Et ça a été ma plus grosse galère. Elle est d'abord physique et intellectuelle, parce que tu te dis, tout le monde te dit qu'ils ne viennent pas. Hmm. Et ensuite, une nuit où tu ne dors pas, et le lendemain, à 6 heures du matin, j'appelle la personne avec qui je travaille depuis 13 ou 14 ans, qui s'appelle Yann Coustelier, Hmm. qui est notre régisseur depuis Arles. Et lui aussi, j'ai une belle histoire avec lui, mais bon, on va pas, on va pas y passer le temps, mais et qui me dit, bon Thierry, on fait comment alors? Ben, je dis, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va déménager ça, on va bouger ça, on va bouger ça. Et puis j'ai tout redessiné comme ça sur un papier de 6 heures à 7 heures du matin. Et à 7 heures, Hmm. on change tout. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ça nous Et ça a replonge quand été même. un des moments les plus difficiles de mon travail de directeur événementiel. Ouais. Hmm. Ouais, ça nous replonge quand même dans une époque pas si lointaine quand même où Ouais, ouais, on allait ouais. enfin, vers l'inconnu et que en tant que professionnel de l'événementiel que t'es, ça a dû être quand même enfin, je veux dire, une énorme claque derrière, puisque effectivement, bah, tout ce qui était événementiel, salon, enfin, sans parler de la vie de tous les jours, mais le secteur de l'événementiel a été quand même vraiment durement touché. Euh, en plus, à un moment où on disait que les salons euh, était Oui, en déclin, quoi. Je veux dire, tu as raison. faut rappeler quand même le contexte. 2019, tu vois, il y avait le salon de l'horlogerie à Genève, quand même, enfin, qui était un énorme salon où le groupe Swatch, qui regroupe une trentaine de marques, le groupe Swatch a dit, bon, on arrête les salons, quoi. Ah, Enfin, il y a eu enfin, un effet, je sais pas, domino ou sur c'est ça. sur le désintérêt pour les salons, en fait, dû notamment au coût exorbitant, hein. Moi, j'ai beaucoup suivi le salon ISPO à Munich, Oui, hein, oui. où, en fait, des marques comme Burton qui dépensait, je crois que c'était 500 000 euros dans un stand, hein, pour quelques jours, pour 5 jours, décidaient, bah, en fait, d'une année sur l'autre, de dire, bah, écoutez, non, nous, notre argent, en fait, on va le mettre dans l'organisation d'événements pour nos revendeurs, mais qu'on va maîtriser nous. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il y avait tout ce contexte qui était quand même assez important, assez lourd. Euh, est-ce que toi, t'as vu ça ou est-ce que justement les Pro Days, enfin, de par leur organisation et le côté très qualitatif, est-ce que justement tu as été épargné par ça? Alors, tu as raison de dire épargner, oui et non. Épargné de par le fait que je ne sais pas si c'est la chance, si c'est j'ai organisé en fait les Pro Days pendant toute cette période Covid. Le Pro Days a existé. Je ne sais pas si Hmm. tu regardes toutes les dates. Il n'y a pas une date qui a été annulée. On a été un des 6 seuls salons en France qui se sont faits. Ça, c'est un truc incroyable aussi parce Ouais. que
En fait, quand tout salon confondu, hein, y compris le Hmm. vélo, y compris tout. On était un des 6. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens de chez GL Event et Viparis qui nous disent bon, il n'y a eu que 6 salons en France et Hmm. vous faites partie des 6 salons qui ont réussi à organiser. Alors pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, j'ai continué d'avoir des relations avec les marques. Hmm. Donc, ces relations ont quand même été de dire je vais maintenir quelque chose pour que les magasins puissent acheter tout ça. Parce que même si eux avaient voulu organiser, de toute façon, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas réunir des gens dans quelques pays que ce soit pour pouvoir faire leur propre salon. Donc Hmm. ça n'était pas possible pour eux. Bien sûr. Et je les ai tenus en haleine et en même temps, ils m'ont fait confiance. Donc, je les remercie, je Hmm. les remercie encore. Ils m'ont fait confiance en fait pour réussir ce salon. Ce salon a été débordé. J'ai dit bon, ok, ça n'était pas possible de le faire en juillet. Et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Je ne sais pas si tu te rappelles, pendant un moment, il y a une petite fenêtre qui Ouais, ouais. s'ouvre Entre les deux en confinements. septembre. Hmm. Oui. Et je dis, enfin, je ne le savais même pas encore, hein, c'était un coup de chance. C'est que je Hmm. dis, bon, hein, il faut l'organiser en septembre. En septembre, c'est encore quelque chose de possible pour prendre l'ensemble des forecasts Hmm. des magasins. Et cette date, c'est septembre. Denis me dit, ben, écoute, on y va. On y va. On fait confiance. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hmm. Juste pas au dernier moment, mais ça s'est ouvert. Et en septembre, on a la possibilité d'organiser ça. Figure-toi que 4 jours après, notre salon, d'ailleurs, Hmm. les gens, les prestataires de services nous appelaient, m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment une chance incroyable. On fait votre salon. 3 jours après, l'ensemble des salons en France sont à nouveau fermés. Donc, quand on l'a Incroyable. organisé en septembre, sur le pavillon 6, ouais, c'est ça, 3 ou 4 jours après, tout le monde ferme. Alors, je sais même pas si c'est 3 ou 4 jours après. Ça a été officiel 3 ou 4 jours après. Mais je crois que le jour où on termine le salon, le mardi, l'annonce est faite le mercredi et elle est officielle le vendredi ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le lendemain où tout le monde a déménagé, plus personne ne doit faire de salon, c'est fermé. Et il y avait aussi une jauge, hein, c'est ça, une jauge Hmm. qui était descendue à 50 personnes pour les événements. Donc, tout s'est bien goupillé. Incroyable. Donc oui, on l'a fait. On l'a fait et après, est-ce que c'est de la chance? Donc oui, je l'ai vécu directement. Hmm. J'ai été assailli d'appels téléphoniques pour monter un salon virtuel. Hmm. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, un salon, et depuis que je suis pas tout petit, mais tout jeune, un salon, c'est d'aller voir les produits, Hmm. si tu veux des photos, tu vas sur Internet, tu vas aller voir les photos. C'est ce que je disais aux gens qui vendaient du virtuel. J'ai dit, si tu as besoin d'une marque pour commander les trucs, oui, effectivement, on va te le faire et puis tu auras ton forecast et puis tu commandes sur des images ou sur des photos ou sur des choses comme ça. Mais est-ce que c'est Hmm. vraiment ce que veulent les gens? Bon, force et raison pour le salon Vélo Pro Days. Ça a bien fonctionné comme ça. Et Hmm. aujourd'hui, c'est devenu le rassemblement, le- l'endroit un peu incontournable de l'ensemble des professionnels du vélo, parce que certains découvrent, parce que certains ont besoin d'acheter, parce que certains ont besoin de communiquer. Et communiquer, c'était le principal. Et c'est ce qui se fait encore sur notre salon, même Hmm. si tu as raison de le dire que les salons étaient en baisse. Mais étaient en baisse pourquoi? Parce que ça avait fermé auparavant parce que le mondial du deux roues n'existait plus, parce que le salon qui avait eu lieu à Lyon et qui était une fois sur deux Lyon-Paris Hmm. bah, est mort aussi et beaucoup de choses ont fait que les gens se disent bah, c'est mort et on va l'organiser nous. Hmm. Voilà, il y a plusieurs marques qui m'ont fait d'ailleurs des appels pour dire bon Thierry, est-ce que tu veux pas nous organiser notre propre Hmm. voilà, mais bon, je suis Et, resté fidèle. ce que je trouve justement intéressant dans ce que tu dis, c'est que et puis on a vu ça derrière avec le Covid, mais j'ai l'impression quand même que euh, depuis les confinements, le télétravail, tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le web.
Oui. évidemment, qui est devenu enfin, de plus en plus prépondérant dans les activités commerciales liées au vélo, mais euh, le plaisir quand même, outre le plaisir, mais la valeur que ça a de se rencontrer, de retourner sur les salons, de voir les gens en vrai, effectivement, de toucher les produits. Je sais pas si enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que le fait d'être revenu sur des salons, que ce soit vélo, moto ou autre, après le Covid, fait que les gens dont je fais partie ont eu beaucoup plus de plaisir à revenir sur les salons et à créer des échanges et créer des relations parce qu'on en a été privé pendant un moment. Est-ce que toi, tu as vu ça? Euh, et derrière ça, ma question, c'est est-ce que tu as... enfin, quel avenir tu vois pour les salons? Quelle place tu vois pour les salons par rapport au web, justement? Donc, Alors, première question, est-ce que tu as observé justement cette valeur du fait mhm. de se voir? Hmm. Alors, de fait de se voir et de voir en même temps. Hmm. Je m'explique, c'est que tu t'achètes toi un vélo. Sur Internet, tu n'as pas la possibilité de le faire autrement. Hmm. Tu le vois sur Internet, tu regardes, alors tu vas zoomer, tu vas le sortir en 3D, tu vas le vérifier au-dessus, tout, tu voyages avec ta souris, c'est super la technique, on voit le produit, c'est génial. Par contre, le jour où tu le reçois, c'est pas du tout Hmm. pareil. Tu es là, tu vois des mecs qui déballent leur vélo et ils regardent comme ça. C'est exactement la même chose. On a vécu un peu la même chose avec des gens qui avaient décidé de ne plus venir sur le salon et qui, à la suite du salon, il y en a qui sont même venus me dire merci d'avoir laissé, d'avoir créé un salon comme ça. Hmm. Ah, merci d'avoir créé un salon, ça me paraissait normal, moi. Mais des gens, ils étaient super contents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Ça va basculer directement sur la deuxième question. C'est un salon en présentiel, hein, puisque c'est le mot maintenant, puisque Hmm. ce sont plein de choses qu'on a découvert, ces petits mots comme ça. Présentiel, un salon virtuel, un salon, comment ils s'appellent ça? Le mixte, là, comment ils appellent? Tu fais un salon en même temps en présentiel et tu Hmm. proposes aussi en virtuel. Il y a tellement de choses qui se sont fait que dans le métier du vélo, alors je ne sais pas dans d'autres métiers, mais je ne sais pas si les gens ont la patience ni l'envie de travailler en fait comme ça professionnellement. Alors moi, je parle professionnel parce que là, tu me parles du salon Vélo Pro Day, euh, c'est plus ce que je maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire que Hmm. quand tu fais tes commandes, tu as déjà vu comment ça se passait d'ailleurs les commandes au niveau des vélos, au niveau de tout ça pour l'année? Alors, oui, peut-être Ouais. pas complètement dans le détail, mais vas-y, fais-toi un Alors, petit rappel. tu l'as pour deux choses. Tu Hmm. fais une partie pour la grosse partie, l'habillement, hein, que tu fais Ouais. deux fois par an, et tu fais la partie vélo, que tu fais une fois par an, avec Hmm. quelques réajustements, mais que tu fais une fois par an. Avant de, avant de partir sur aujourd'hui des tableaux qui se suffisaient simplement de cocher, tu avais des grands bouquins, hein, où tu cochais Hmm. l'intégralité de tes vélos, mais tu as des petites cases, des petits trucs. La paire de gants rouge, bleu, orange, noir, je te dis une bêtise, en Hmm. taille XS, S, M, L, XL, et à chaque fois tu commandes, tu Hmm. fais ça. Et tu fais la même chose pour ton vélo. Quand on va dans les magasins et j'entendais la personne qui avait fait ton podcast récemment qui dit mais c'est anormal, tu vois, je l'ai écouté, hein, Hmm. c'est anormal qu'un client va en magasin et il ne trouve pas forcément son vélo. Hmm. Mais quelque part, la multitude de vélos qui existent sur le marché, la multitude de produits, fait que quand tu vas dans un salon, tu le vois, il est beau, il est sympa et tout ça, mais dans la réalité des choses, il te faut quand même un petit peu aussi de web, enfin Hmm. de web, ce lien Internet qui te permet quand même de pouvoir dire, bon, ok, ce modèle-là, il est donc en bleu et j'ai un gris aussi possible. Et il existe. Et on ne parle pas de la route, hein, parce que la route avant, tu étais avec les centimètres. Bon, on va parler du Hmm. XS, S, M, L, XL, double XL que tu dois commander.
et que tu dois commander à partir de septembre, octobre, Hmm. novembre, décembre, hein, et de semaine en semaine. Donc, t'imagines tout ce travail qu'il y a à faire aussi en plus. C'est pour ça que tu as certains qui passent 2 heures sur un stand parce que la commande de vélo est très, très difficile. Et ça, tu peux pas le faire directement en n'ayant que le web. Tu Hmm. fais ça une première fois une journée, faut pas avoir 5 marques dans ton magasin, hein, Ouais. ni Hmm. 4-5 marques d'habillement, sinon tu passes une plombe. Donc oui, je pense que les deux sont quand même essentiels pour l'avenir, les deux sont Hmm. essentiels, mais je crois toujours pour que les gens puissent rêver, et les magasins les premiers, j'ai plein d'exemples, on pense souvent que le magasin est là pour s'en mettre plein les poches et tout ça, mais quand ils reçoivent des vélos, ils ouvrent les cartons, ils regardent aussi et ils sont contents de voir les produits qu'ils vont vendre. Donc, Hmm. pour garder un peu cette magie qu'on a dans les yeux quand on voit son vélo, et on l'a tous eu à un moment ou un autre, tu me le disais tout à l'heure avec le vélo qui se trouve juste derrière toi avec une petite pointe d'étincelle dans les yeux, eh bien, oui, Hmm. c'est ça aussi les salons, c'est de pouvoir aussi rêver sur des choses et aussi donner envie aux gens d'avoir ces choses. Voilà, c'est pour ça que je pense que les deux sont essentiels et l'avenir qu'il pourrait y avoir des salons, ben, je le vois toujours comme ça. Je ne sais, je te dirais pas à 20 ans ou 30 ans ou des choses un petit peu bateau là, où tu te vois dans 10 ans ou tu te vois dans 20 ans, mais c'est plus de dire euh, ces salons-là, il faudra toujours que ça existe. Parce que les gens ont besoin de toucher les produits, Hmm. ont besoin de les regarder, ont besoin de les sous-peser, ont besoin de les avoir dans les mains. Euh, je pense que l'effet Covid n'a pas du tout été bon, mais a en même temps été très bon pour redonner envie aux gens de retoucher les choses. Les Hmm. gens n'ont pas touché les choses, les premières choses qu'ils étaient contents, c'est de refaire la bise aux gens et puis de Bien sûr. Hmm. serrer la main. Tu te rends compte? Alors, un produit, je t'explique même pas. C'est le fait de pouvoir avoir le produit dans la main, de le sous-peser et tout ça. C'est, je pense, toujours l'essence qui tient les gens. Tant qu'il y aura de l'humain, il y aura toujours ces possibilités d'avoir ce genre de salon. Ça me semble Hmm. évident. Ouais. Évident. Et puis, encore une fois, enfin, t'en as parlé aussi avant pour les magasins, mais les revendeurs, enfin les gens qui travaillent dans le vélo, travaillent quand même aussi dans le vélo parce qu'on est enfin, on travaille dans le vélo parce qu'on est des passionnés aussi. Et évidemment, il y a la notion de business parce que bah, faut bien qu'on gagne notre vie et puis qu'on paye nos factures et voire même qu'on fasse un peu plus que ça. Mais on est des passionnés. Et donc, bah, passionné, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire parfois bah, passionné de matos, quoi. Hein. Enfin, à titre perso, moi, je suis passionné de matos. Quand je vais sur un salon ou dans un magasin, je touche les vélos. J'ai besoin de toucher, de voir les peintures, les textures, les lumières. Et puis, ah, tiens, il y a telle fourche, il y a tel frein. Enfin, et je sais pas, c'est ce plaisir et cette passion du matos qui fait que oui, effectivement, sur le net, on peut voir tout, mais on n'aura jamais ce ressenti, euh, voilà, ce feeling qu'on peut avoir avec un produit qui est là pour aussi créer de l'émotion, quoi. Sinon, Tu ça s'appelle de l'utilitaire. tu sais ce qui me différencie beaucoup des autres organisateurs, Vas-y, de dis-nous. quelques salons que ce soit, c'est que, alors j'espère qu'il y en a quelques-uns, hein, mais moi je suis un passionné. En Hmm. fait, je l'expliquais tout à l'heure, depuis l'âge de 8 ans et tout ça, je suis un passionné des produits et j'ai quelques rêves en plus à faire sur le Podex, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Mais c'est le fait d'être passionné et que tu parles en même temps à un exposant. La dernière fois, j'avais un exposant qui n'est pas français, mais qui s'exprime en français très bien Hmm. et c'est une société flamande, hein, Hmm. donc avec le bon accent flamand, et, il parle comme ça, et il me dit, mais en gros, qu'il est passionné dans le vélo, il aimerait venir sur le salon et tout ça, hein, et de suite, je me suis dit, je ne vais pas parler prix, Hmm. prix, stand, mètre carré, tout ça. J'ai dit, hein, ah, vous savez que moi, j'ai toujours adoré la marque Flandria, qui est la marque Flandria. Hmm. Je ne sais pas si tu as connu les vélos Pas rouges du avec tout. une partie jaune, là. Moi, j'avais les Yann Ras, tout ça, enfin, des anciens coureurs qui roulaient là-dessus. Et je lui ai dit, parce que j'en sens en même temps dans sa voix quelqu'un d'une cinquantaine d'années.
Ah, Hmm. mais vous connaissez ces produits? Ben, je dis oui, je suis pas seulement organisateur de salon, mais j'adore les produits vélo et tout ça. On a parlé de ça pendant 10-15 minutes et Hmm. ensuite, il m'a dit envoyez-moi tout. Donc, Hmm. j'ai envoyé, il Ouais, a reçu son truc et puis il va venir sur le salon. hmm. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Bien sûr. Il n'y a Hmm. pas que ça, il y a aussi les passions. Moi, je suis un passionné, comme toi, tu peux l'être. Si derrière, j'ai un ancien de Hmm. mes cadres de vélo, c'est un Gio Storino. Ça te dit rien peut-être à toi, mais c'était pour Je moi suis terrible. le top du top. C'était une couleur un peu comme les Bianchi, tu sais, qui sont jamais Hmm. égalés. Là, t'as un vert qui avec Ouais, un reflet bleuté. bien sûr. Celui-là, il était d'un bleu. On sait que c'est un Gio Storino. On sait pas. Voilà, c'est Hmm. un truc un peu particulier. Voilà, je suis amoureux des choses et aussi des choses très vintage. Donc, ça colle pas forcément avec le salon, mais j'aimerais bien faire quelque chose au Prodez deux, trois choses là qui seraient pas mal. Ouais. J'ai réfléchi. Génial. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates des Pro Days cette année? Et puis de Vélo in Paris aussi. Alors, le 26, 27, 28 mai pour le vélo in Paris, hein, Hmm. qui s'est transformé en festival, hein, Ouais. puisque c'est un festival maintenant, avec plein d'animations, des intervenants, des ambassadeurs, des tables rondes. Là, on va parler beaucoup, beaucoup vélo. Ça va être quelque chose de très, très sympa. Donc un salon ouvert au Et public. ouvert au public. Ouais. Voilà, ouvert au Hmm. public. Et c'est pour ça que ça va parler beaucoup vélo autour. Et ensuite, le 2, 3, 4 juillet, Mhm. sur Porte de Versailles pour le salon des Pro Days, le salon vélo Pro Days. Alors je dis salon vélo Pro Days parce que le Pro Days, je ne sais pas, mais depuis quelques années, là, tout le monde appelle son salon Pro Days. D'accord. Donc, Ok. j'ai vu un Pro Days dans l'agriculture, dans les cosmétiques, il y a les Pro Days partout. Hmm. Bon, nous, c'est le Ok. salon Vélo Pro Days qu'on connaît Vélo Pro tous, oui. Days. Ok, génial. Écoute, on pourra, enfin, comme à chaque fois, Ouais, parler de plein d'autres sujets, mais je pense qu'il faut que je te libère. Et puis, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses super intéressantes que on a dans cet épisode pour lequel je te remercie. Un merci. grand, grand merci. Évidemment, énormément de gratitude pour ce que tu organises et puis aussi pour ce que Denis Briscadieu, qu'on embrasse et que je salue parce que Denis, je lui dis pas comme ça, mais je l'adore parce que c'est comme toi, un passionné, quelqu'un qui est toujours bienveillant et à qui on peut parler, demander des conseils, qui est toujours très ouvert. Même si évidemment, en tant que chef d'entreprise, il a un emploi du temps qui est chargé, mais voilà, je profite de cette occasion pour t'adresser à toi Bien. ainsi qu'à Denis. Voilà, C'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Ça fait 22 ans, donc c'est pas mal dans le milieu du vélo. Ouais. bien sûr, et puis quand on le voit, on comprend pourquoi. Plein aussi de belles démarches en faveur du vélo avec le cluster Occitanie, Oui. avec enfin voilà beaucoup de Le démarches véloscope qu'on a monté, qui est devenu Véloscope. un bistrot restauration ici à l'Île-Jourdain, oui. Voilà. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour Oui, que vous puissiez, vous qui nous merci. écoutez, voilà, retomber sur, enfin voir enfin, tout ce dont on a parlé. Thierry, je te remercie, un immense merci pour m'avoir consacré C'est moi qui te cette, remercie de m'avoir cette heure invité et pour cette demie. deuxième, oui. C'est un grand plaisir. Et puis on se retrouve très vite sur les salons. Et puis, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode par le moyen de votre choix. Je vous dis à très bientôt, Thierry. Et puis voilà, et une belle journée. À très bientôt, Dayo. Salut, salut. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif.
Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.